Le programme logement du nouveau Front populaire, le NFP, eh ben c'est tout un poème. Alors, il y a des bonnes choses, évidemment, mais il y a surtout des choses qui coûtent extrêmement cher et il y a des choses totalement farfelues. En tout cas, je remercie NR de m'avoir envoyé l'article qui m'a permis de parler de tout ça et de découvrir certaines choses qui, allez, on va se le dire, il y a quand même des trucs qui piquent les yeux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir ce que propose le nouveau Front populaire en matière de logement. J'ai fait une vidéo hier sur le fait que l'État risquait de finir par devoir prendre en charge les loyers de toute la population française avec ses propositions. Mais vous allez voir que ce n'est pas les seuls trucs qui piquent les yeux. Je trouve que ce programme, c'est un ramassis de bons sentiments. Voilà, faut le dire. C'est un ramassis de bons sentiments, de on pense bien, mais économiquement, je ne vois même pas comment c'est possible. Vous allez voir à quel point ce parti va jeter votre argent par les fenêtres. Le nouveau Front populaire, après des négociations intensives, a présenté son programme électoral incluant des réformes majeures dans le domaine du logement. Axé sur la défense du droit au logement, la revalorisation des APL et la relance de la construction HLM et l'élargissement du prêt à taux zéro, ce programme ambitionne de répondre aux défis actuels du marché immobilier français. Relance de la construction HLM. Au cœur des propositions du nouveau Front populaire se trouve l'objectif ambitieux de construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans, répondant aux normes écologiques les plus exigeantes. C'est-à-dire que non seulement on va créer 200 000 logements par an pendant 5 ans, ce qui est déjà une belle petite enveloppe, ça coûte déjà cher, mais on veut que ça réponde aux normes écologiques les plus exigeantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire dans le pas cher, on va faire dans le hyper cher. Pourquoi pas? Mais il faut se rendre compte du coût de trucs comme ça. Enfin, il y a un moment, je ne pense pas que ce soit chiffré en fait, mais c'est des coûts complètement délirants. Actuellement, la construction de HLM connaît une baisse progressive après un pic en 2015, avec seulement 71 100 nouveaux logements ordinaires mis en location sociale en 2022, selon les données du ministère de la Transition écologique. Donc, vous n'avez eu que 71 100 nouveaux logements en 2022, ce qui est quand même extrêmement faible, mais c'est dû à toutes les normes. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire on veut du zéro artificialisation nette des sols et donc pas de nouvelles constructions, entre guillemets, mais on veut des nouveaux logements. Ce n'est pas possible. Et c'est la Fédération française du bâtiment qui le dit. Ils disent il y a un moment, on ne peut pas s'en sortir. Avec toutes les normes écologiques, les bâtiments commencent à coûter extrêmement cher. Donc voilà, je pense que la première chose, si vous voulez relancer le logement, c'est de supprimer le ministère de la Transition écologique, justement, et de mettre le logement au sein d'un ministère sérieux. Voilà, parce que là, techniquement, vous êtes mal barré. Donc, 71 100 nouveaux logements, et on veut passer de ce chiffre à 200 000 nouveaux logements par an, HLM, hein, HLM, avec en plus des normes écologiques les plus exigeantes. Bien que des estimations récentes de la Banque des territoires indiquent une capacité de construction pouvant atteindre jusqu'à 80 000 logements par an d'ici 2028, l'objectif du Front populaire reste ambitieux et nécessitera un soutien financier conséquent pour les bailleurs sociaux. Donc là aussi, on va dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Mais vous savez, je pense que ces programmes, c'est en fait des programmes de perdants. C'est-à-dire que, enfin, je me trompe peut-être, hein, vous allez peut-être me dire le contraire, mais je pense qu'en fait, vous avez ce genre de programme où on dépense énormément d'argent uniquement quand vous êtes sûr de perdre. Parce que si vous vous retrouvez au pouvoir avec des programmes où il y a des centaines de milliards à dépenser et que vous n'avez pas d'argent dans les caisses, c'est juste pas possible d'arriver au pouvoir. Et Mitterrand peut le faire en 81 parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les caisses
La France est quasiment pas endettée. Il y a énormément d'argent dans la caisse. Il peut avoir un programme de folie complètement dingue. D'ailleurs, et ça peut durer 2 ans, hein, puisque au bout de 2 ans, il est obligé de se dire non, mais en fait, c'est trop débile ce que j'ai fait. Donc voilà, et au bout de 2 ans, vous avez le temps de la rigueur. Mais vous pouvez quand même espérer mettre en pratique un programme fou quand vous arrivez avec des caisses pleines. Quand vous arrivez avec des caisses vides, comme Jospin par exemple, là aujourd'hui, c'est pas qu'elles soient vides nos caisses, c'est qu'elles sont effondrées, quoi. Je sais pas comment dire, on a creusé un trou à l'intérieur de la caisse. Mais Jospin arrive au pouvoir avec des caisses vides. Il ne pensait pas avoir le pouvoir, donc il a fait un programme complètement délirant. Voilà, on rase gratis, demain on rase gratis. Et arrivé au pouvoir, alors qu'il s'y attendait pas, il s'est dit bon bah mince, maintenant comment je fais? Et résultat, il a appliqué aucune des mesures qu'il avait promises en dehors des 35 heures. Il fallait quand même un marqueur, il fallait quand même une mesure pour dire non, je ne vous ai pas entièrement menti, mesdames et messieurs, je n'ai pas été qu'un gros menteur. Et donc, il a sorti que les 35 heures. Le reste, il n'a pas du tout appliqué. Parce qu'il avait un programme délirant, et il avait un programme délirant parce qu'il ne pensait pas gagner les élections. Bah, je pense que là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un programme un peu délirant avec des sommes gigantesques à payer parce qu'il ne pense pas pouvoir gagner les élections, en fait. Le programme prévoit également une augmentation significative de 10% des aides personnalisées au logement. OK, ça aussi, ça coûte cher. Qui représente un coût annuel estimé à 1,54 milliard d'euros pour les finances publiques. Cette mesure vise à inverser la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années, alors que les APL totalisaient 15,4 milliards d'euros en 2022, marquant une diminution continue depuis 2016. Les APL, alors bon je ne vais pas faire un truc sur les APL, mais quand vous regardez économiquement ce que donnent les APL, elles ne contribuent qu'à l'augmentation des prix des loyers. Voilà. Donc, mais c'est vraiment quelque chose que l'on sait et qui est démontré économiquement, hein. Quand vous augmentez les APL, vous augmentez les prix des loyers. Voilà. Et en fait, ça n'aide pas. C'est de l'argent dépensé par l'État qui file droit dans la poche des propriétaires et surtout des constructeurs d'immobilier. Donc, des promoteurs immobiliers. Voilà. Donc, bon, augmentation de 10% des APL, je vous assure que derrière, vous allez vous retrouver avec de l'argent cramé, en fait. Généralisation du plafonnement des loyers. Ah bah voilà une idée qu'elle est bonne. Ah bah bravo! Une autre mesure phare consiste à l'extension obligatoire de l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Donc, obligatoire. Vous êtes maire, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Ainsi que la régulation des prix du foncier. Actuellement, les dispositifs d'encadrement du loyer sont déjà en place dans certaines grandes villes françaises et cette proposition vise à étendre ces protections à l'ensemble des zones où la demande locative est forte. Alors, ce n'est pas une protection. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus. On a pu voir sur cette chaîne le résultat du plafonnement des loyers en Irlande, le résultat du plafonnement des loyers à Stockholm. C'est à chaque fois une catastrophe pour les locataires. Une catastrophe. Si aujourd'hui, vous avez autant de mal à trouver des logements à Paris et à Lyon, c'est en grande partie dû à ça. Le plafonnement des loyers. Moi, je me remets toujours pas. Vous savez, j'ai vu une vidéo qui m'avait fait beaucoup rire de la présidente d'un syndicat étudiant à Lyon qui disait bah, écoutez, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir plafonné les loyers. Parce que c'est un syndicat étudiant de gauche. Hein. On est très content du plafonnement des loyers. Par contre, on a un problème, monsieur le maire, il n'y a plus rien à louer. Bah oui, c'est comme ça la vie. Et si vous regardez à Stockholm, vous avez des listes d'États pour attendre, pour avoir un logement. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Donc, vous êtes inscrit sur une liste officielle. Vous n'avez pas d'autre choix pour attendre d'avoir un logement à Stockholm. Et le temps d'attente est de 11 ans. 11 ans. Et en Irlande, vous aviez, je crois que j'ai fait la vidéo en début d'année, vous aviez 750 logements disponibles en Irlande. Sur l'ensemble du pays, 750 logements disponibles. Avec des files d'attente, je vous avais mis des vidéos, des files d'attente, mais délirantes, dans toute la rue pour aller visiter un appartement à louer.
le plafonnement des loyers et le plafonnement des prix en général, c'est de la théorie économique de base, le plafonnement des prix en général, ça conduit à la pénurie. Et le plafonnement des loyers, il n'y a rien de plus sûr pour détruire un centre-ville en dehors d'un bombardement. Pas de moi, ça c'est du président du prix Nobel d'économie. Voilà, le plafonnement des loyers, il n'y a rien de plus sûr pour détruire un centre-ville en dehors d'un bombardement. Et voilà, c'est ce que ça va donner. Enfin, il n'y a pas, il y a pas de doute en économie là-dessus. Si vous avez des économistes qui soutiennent ça, c'est des crétins ou c'est surtout des idéologues. Parce que je crois que c'est 90% des économistes qui sont d'accord avec ce que je viens de vous dire. Voilà. 90% des économistes qui sont d'accord avec ça. Les autres, c'est des idéologues indécrottables qui ne pensent pas économique, en fait, qui pensent, faucille et marteau. Donc voilà, faut pas. Pardon. Maintien des quotas de HLM et garantie universelle des loyers. Ah, ça aussi, alors vous allez voir, ça c'est une vraie folie. Le programme s'oppose fermement à toute réduction des quotas de logements sociaux imposés par la loi SRU et propose même de renforcer les sanctions financières à l'encontre des communes ne respectant pas leurs obligations. J'ai rien à dire là-dessus, je pense que c'est une erreur, mais c'est difficile à démontrer. Enfin, c'est une erreur, c'est pas une erreur économique, j'ai rien à dire. C'est une erreur dans le sens où je pense que le HLM à vie, c'est une connerie. Et il faut avoir un nombre de logements sociaux suffisant pour que vous passiez une étape. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire vous dire, OK, madame, votre mari est mort avec 2 de vos enfants dans l'incendie de votre maison. Vous n'êtes pas, enfin de la maison que vous occupiez, vous étiez locataire. Vous vous retrouvez toute seule avec vos 3 autres enfants. Vous faites une dépression. La vie, c'est vrai, ne vous a pas gâté, mais l'État et la collectivité est là. On vous donne un HLM. Par contre, sachez que ce n'est pas un HLM à vie. Vous avez 1 an ou vous avez 2 ans pour vous remettre en selle et dans 1 an ou 2 ans, vous n'avez plus le droit d'être là. Et donc, en limitant dans le temps, si vous voulez, on crée une rotation plus rapide des logements et la personne, elle, surtout, ne se repose pas sur ses loyers en disant c'est bon, j'ai mon HM, je ne bougerai plus jamais parce que c'est trop dur à avoir. Elle est obligée de chercher mieux et d'améliorer son propre sort. Donc voilà, moi je le vois plus comme un filet de sécurité que comme un droit à vie. Et j'aimerais savoir. Je dis à vie parce que pour en sortir du HLM, il faut être, je crois, dans les 10% qui gagnent le plus en France ou un truc comme ça. Donc c'est quasiment impossible. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus où j'avais montré les conditions pour ne plus avoir de HLM une fois que vous étiez dedans. C'était limite impossible, quoi. Donc voilà. Et là, je pense que c'est une erreur de vision de ce que doit être un HLM, mais j'ai pas, voilà, je peux pas critiquer parce que ma vision n'est pas forcément meilleure que celle d'un autre là-dessus. C'est juste moi ma façon de voir les choses. Par contre, là, ça va être chaud. Création d'une garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et locataires face au risque d'impayés. Une mesure qui pourrait représenter un budget annuel dépassant le milliard d'euros. Mais beaucoup plus. C'est-à-dire que l'idée étant de dire on ne veut pas qu'un, vous savez, un propriétaire, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, un propriétaire ne peut plus virer son locataire sans lui avoir retrouvé un logement. Donc déjà, en quoi ça regarde le propriétaire d'aller trouver un nouveau logement à son locataire? Mais bon, passons ça. Un propriétaire ne peut pas virer son locataire sans lui avoir trouvé un logement. Du coup, le NPF se dit, mais vous en faites pas, propriétaire, certes, votre locataire ne vous paye pas, mais nous, État, on va vous payer. Moi, je vous garantis que dans les 6 mois, 1 an, il n'y a plus un locataire qui paye son loyer en France. Vous voyez mon logement là. Je vous assure que si demain l'État dit si tu ne payes pas ton propriétaire, je vais payer à ta place et en plus ton propriétaire n'aura pas le droit de t'expulser, j'arrête de payer.
j'arrête de payer. Si, attendez, mon propriétaire, il y a quelqu'un qui le paye à ma place et il ne peut pas me faire partir. Donc, je suis sûr de pouvoir occuper toujours ce logement. Pourquoi j'irais me casser la tête à payer? Et si jamais, alors on va me dire par honnêteté, parce que nous, on est des gens honnêtes, François-Xavier, pas comme toi. OK, vous êtes plus honnête que moi, vous êtes des gens merveilleux qui pensaient bien. Parfait. Quand votre voisin du dessus arrêtera de payer son loyer et que vous verrez qu'il a pu changer de voiture et s'acheter une belle voiture. Quand votre voisin du dessous arrêtera de payer son loyer et que vous apercevez qu'il va faire des super vacances avec ses enfants et sa femme. Quand votre voisin de l'appartement d'à côté va arrêter de payer son loyer et vous apercevez qu'il va vachement plus souvent au cinéma, au restaurant, faire des loisirs. La pression va devenir forte quand même. Vous allez dire, mais pourquoi je suis le seul de cet immeuble à payer mon loyer et en plus, j'ai une vie merdique par rapport à tous mes voisins? Moi, je vous assure, au bout de 6 mois, 1 an, plus personne ne paye son loyer en France et le fonds pour la garantie universelle des loyers du NPF, ça ne représente pas 1 milliard. Ça représente l'intégralité des loyers français. Ça, c'est le genre de mesure totalement, mais alors totalement infinançable. Abrogation de la loi anti-squat et réforme du PTZ. Le nouveau Front populaire prévoit également l'abrogation de la loi anti-squat, jugée trop punitive. C'est vrai qu'on ne va pas punir des gens sous le simple prétexte qu'ils viennent occuper votre maison quand même. Faut quand même pas déconner. Les gars, ils veulent juste occuper votre maison à vous. Pourquoi vous voulez les punir? Faut pas déconner. Et ouverture du prêt à taux zéro à tous les primo-accédants, sans distinction géographique ou de type de bien immobilier. Et bien là, je vais vous surprendre, je suis d'accord avec nos amis du NPF, c'est-à-dire que je ne vois pas sous quel prétexte l'État est en droit de choisir où je dois habiter et dans quel type de logement je dois habiter. J'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vois pas pourquoi l'État déciderait de ça. Donc s'il met en place un prêt à taux zéro, eh ben, il faut que ça s'adresse à un type de personne, dire bah voilà, vous avez le droit au prêt à taux zéro si vous avez moins de tel âge, vous avez le droit au prêt à taux zéro si vous gagnez moins de temps. Très bien, enfin très bien, je ne sais pas, mais ok, c'est vis-à-vis de la personne. Donc on met des critères vis-à-vis de la personne, parfait. Mais enfin c'est vis-à-vis de la personne, voilà, donc c'est très bien, c'est vis-à-vis de la personne. Et je dis pas très bien et parfait parce qu'il faut éviter de créer des effets de seuil. Mais donc, si vous gagnez moins de 30 000 euros, vous avez le droit au prêt à taux zéro, mais plus de 30 000 euros, vous n'y avez pas le droit. Je trouve que c'est très mal. Mais bon, vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que c'est lié à la personne. Mais après, c'est à la personne de choisir où est-ce qu'il a envie de vivre. Et ça, je trouve ça complètement fou que l'État français, Madame Borne et Monsieur Macron, aient eu le droit, comme ça, de décider où j'avais le droit de vivre moi. Cette dernière mesure vise à faciliter l'accès à la propriété pour les ménages modestes, alors que les restrictions actuelles limitent sévèrement les conditions d'éligibilité au PTZ. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je n'en reparle pas. Actuellement, vous n'avez pas le droit, par exemple, à une maison individuelle. Il faut que vous habitiez dans un appartement. Pourquoi? Parce que Madame Borne trouvait que c'était mieux, et Emmanuel Macron aussi. Donc, après tout, c'est vos maîtres, et ils ont le droit de choisir où vous allez habiter. Et par contre, alors, et la loi anti-squat, donc là, je suis d'accord avec le NPF, comme quoi, ou NFP, NFP, Nouveau Front Populaire. Mais l'abrogation de la loi anti-squat, là, voilà, c'est de la folie pure. Les gars ont le droit d'occuper votre maison, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Et puis, encore une fois, qui va payer? C'est le propriétaire qui va payer ou c'est l'État qui va payer? Parce que si c'est l'État, allons-y carrément, quoi. Donc ça, c'est de la folie pure. Mais bon. Mesures complémentaires et conclusion. En complément de ces réformes, je ne sais pas si j'ai remercié NR de m'avoir envoyé l'article, mais en tout cas, merci donc NR de m'avoir envoyé cet article. Je me souviens plus si je l'ai dit en début de vidéo. En complément de ces réformes, le nouveau Front populaire
inclut des engagements en matière d'hébergement d'urgence, de rénovation énergétique des logements. Ça aussi, c'est un truc qui va coûter extrêmement cher, mais alors extrêmement cher, ainsi que des actions pour lutter contre les discriminations dans l'accès au logement. Ces propositions visent à adresser un... Non, je sais pas comment parler de discrimination dans l'accès au logement, mais j'ai l'impression que le propriétaire, il a le droit de choisir quand même qui il veut comme locataire. Pourquoi il n'aurait pas le droit de choisir qui il veut comme locataire? Ces propositions visent à adresser les défis multiples auxquels est confronté le marché immobilier français, tout en plaçant la justice sociale et l'écologie au cœur de leur démarche. Écoutez, moi tout ça, ça me semble de la gabegie, beaucoup de dépenses, et je ne vois pas comment, voilà, je vois pas comment c'est possible. Donc je pense que c'est un programme de perdants, de gens qui savent qu'ils vont perdre les élections. Ils disent pas que le rassemblement... Attendez, l'idée, c'est pas de dire le Rassemblement national va forcément gagner. C'est pas du tout ça. Mais vous savez que vous pouvez ne pas avoir de majorité du tout à l'Assemblée. Là, alors là, on ne saura pas où on va. Mais l'idée à mon avis, du nouveau Front populaire, c'est de dire, quels que soient nos résultats, on n'ira pas au pouvoir parce que on n'arrivera pas à avoir la majorité. Donc, on peut mettre un peu ce que l'on veut. Le but, c'est d'avoir le maximum de sièges. Promettons aux gens que demain, on rase gratis. Généralement, les électeurs de gauche aiment bien ce genre d'idée. On va faire payer les riches. Et on a toujours une bande d'ânes qui croient à ce genre de faribole qu'on leur sert depuis 1981, avec toujours les mêmes résultats. Donc, le même résultat étant que c'est la classe moyenne qui finit toujours par payer depuis 1981. Mais peu importe, on donne des mesures bien dispendieuses, bien ruineuses. On dit que les riches vont payer, il y a les gogos qui votent, et nous, ça nous fait des sièges, et on est tranquille pour 5 ans aux frais de la princesse. Voilà mon idée de ce qu'est en fait cette proposition. Je ne crois pas du tout que ce soit sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.